Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, je vais aborder quelque chose, il a fallu que je fasse quelques recherches et un petit peu de réflexion pour ordonner justement mes pensées. Aujourd'hui, je vais vous parler des IA en tant qu'artiste. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de mon thé que je bois en ce moment. Alors c'est un thé que j'adore et pour cause parce que je pense que c'est un thé que j'achète, je pense que je dois être à mon 5e ou 6e sachet de thé que je rachète et que je rachète encore. C'est le thé pêche abricoté de Daman Frères qui est juste à tomber par terre. Moi j'adore les thés fruités et encore plus les thés comme ça aux fruits jaunes. Alors que je vous lise un petit peu ce qu'il raconte, et ce sont des thés noirs mêlés à quelques morceaux de fruits et savoureusement parfumés aux arômes pêche et abricot. Rien que de lire, ça me donne envie de boire. Donc voilà, comme d'habitude, les liens, si ça vous intéresse de le découvrir, je laisse un petit lien dans la barre de description de l'épisode. Comme ça, je reprends le cours de mon podcast et on va parler des IA. Alors déjà, qu'est-ce que c'est les IA ou les AI ? Je pense que je pourrais glisser d'un mot à l'autre les IA ou les AI. Les IA, donc, c'est les intelligences artificielles, ou donc en anglais Artificial Intelligence. On les voit un petit peu popper depuis quelques mois, voire peut-être depuis l'année dernière. Vous avez sans doute entendu parler de ChatGPT un petit peu partout récemment, donc. Et il y a aussi d'autres intelligences artificielles qui sont beaucoup plus orientées vers tout ce qui est artistique. En fait, à la base, ce sont des programmes d'intelligence artificielle qui créent des pièces artistiques à base de listes de prompts, d'un thème qu'on lui donne, une espèce de chant, si vous voulez, qu'on lui donne et sur lesquels il fait des pièces artistiques. Alors, pièces artistiques au sens large, puisqu'il me semble avoir vu qu'il y avait aussi des IA qui font aussi de la musique. Il y a eu notamment, si je me souviens bien, ça se trouve, j'ai 50% des infos, mais en tout cas, il me semble qu'il y a eu une symphonie, je ne sais plus si c'était Beethoven ou quelqu'un d'autre, qui n'avait pas été terminée et qui en fait a été terminée par une AI qui avait étudié le style de composition de cet artiste-là, et cette pièce musicale avait été donnée, si je me souviens bien, je crois que c'était en Suisse, donc par un orchestre suisse. J'avais trouvé ça super intéressant, j'avais été assez intriguée par ce move là, on va dire, le fait que une intelligence artificielle donc qui étudie comment compose un compositeur, se permettre du coup de terminer une pièce en essayant de se baser sur ce qu'il a appris. Et donc ça peut s'appliquer aussi à la musique. Mais moi, ce qui m'intéresse là en l'occurrence, c'est justement ce autour de quoi je tourne dans ce podcast Créativité. Donc c'est autour du dessin et de l'écriture. Donc au niveau du dessin, vous avez des IA comme Midjourney, comme DALL-E, il y a Stable aussi, il y a Crayon, notamment pour peut-être les plus connus. Moi, je vais surtout vous parler de ce que j'ai testé, en l'occurrence, et de ce que j'ai vu un petit peu ici et là, et aussi de ce qui se passe dans la communauté des artistes sur Internet. Donc en gros, si vous voulez, comme je vous disais plus tôt, c'est que donc je parlerai de ChatGPT plus tard, mais en tout cas dans Midjourney, etc. En gros, ce sont donc des plateformes où vous mettez une série de mots, une série de phrases pour essayer de d'aiguiller au plus proche de ce que vous avez en tête l'intelligence artificielle qui, lui, en fait, de son côté, si vous voulez, ces intelligences artificielles se nourrissent d'une base de données qui pompe sur Internet, et donc ils apprennent à partir du matériel disponible sur lequel, malheureusement, ils ne payent aucun droit d'auteur, aucune rétribution, aucun dédommagement en fait des artistes dont en fait ils pompent le style, la patte, etc. Et c'est un petit peu ça justement qui pose problème.
Moi, j'ai testé notamment Midjourney et Crayon, comme je vous disais. Alors, c'est plus ou moins, avancé. Midjourney fait des résultats assez impressionnants, mais moi, ce que je vois aussi comme point de détail, c'est que je l'utilise en tant qu'artiste et peut-être pas en tant que client qui a besoin d'une pièce pour illustrer tel ou tel élément, je sais pas, par exemple un personnage ou n'importe quoi, parce que justement c'est là où ça peut devenir problématique pour des artistes et qui a déjà commencé à produire des problèmes justement pour les artistes. De base, en fait, les intelligences artificielles comme ça, moi je les vois comme des outils, c'est-à-dire que voilà, ce sont comme finalement un couteau, un couteau, une fourchette, peu importe. Un couteau, vous pouvez l'utiliser pour couper vos légumes, pour couper votre viande, pour tout ça, pour couper votre nourriture, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour tuer quelqu'un. Donc c'est vraiment différent, ça dépend de l'intention qu'il y a derrière. Moi, ce qui me gêne, c'est justement quand il est utilisé déjà aux dépens des artistes. Évidemment, comme je vous disais, les IA ne payent pas de droits d'auteur sur le contenu qu'ils ingèrent. Et le problème aussi, c'est que pour accéder à ces IA, évidemment, il y a une partie qui est gratuite, mais qui est assez limitée. Mais ils se font rémunérer. Je veux dire, ils font payer aussi leurs services, puisque évidemment, il y a eu beaucoup de R&D, de recherche et développement. Et donc forcément, ils font payer ce nouveau service, si vous voulez. Il y a déjà eu des dérives comme ça, qu'on a pu voir ici et là, notamment par exemple, il y a pas mal d'artistes qui sont assez connus sur le net. De nom, je pensais surtout à Loïch, où évidemment son nom m'échappe là tout de suite, je vois son style en tête mais je me souviens plus de son nom, et qui en fait sont vus montrés par des gens qui ont testé et qui ont des fois de façon complètement naïve, on va dire, regardez, je peux dessiner dans votre style. Et en fait, en effet, dans les prompts, dans les champs qu'on peut demander à cette intelligence artificielle, et on peut demander, je sais pas moi, dessine tel personnage dans le style de Loïch, dans le style de machin, dans le style de truc. Alors même si on sent que c'est pas 100% poussé, quand on connaît justement l'artiste en question, il n'empêche que voilà, ça vous fait une pièce qui est tout à fait correcte, on va dire, mais qui n'a pas été, c'est un peu comme de la contrefaçon, quoi. Imaginez, si on vous fait créer un truc dans le style de Picasso qui n'est pas un Picasso, ça pose problème sur justement après, est-ce qu'on le vend en tant que Picasso? Non, c'est pas possible puisque c'est pas lui qui l'a fait. Et ça a provoqué pas mal de problèmes pour ces artistes qui justement sont en général en freelance, qui sont en indépendant, etc. Et donc qui vivent notamment des pièces qu'on leur commande, donc des commissions. Et en fait, il se trouve qu'il y en a beaucoup qui ont vu des chutes justement de leurs commandes de dessin par des gens individuels, on va dire, et aussi par des maisons d'édition, parce qu'on a vu aussi des maisons d'édition utiliser notamment Midjourney pour créer des couvertures pour leurs romans, alors que le problème dans ce cas-là, c'est que ils vont payer les services de Midjourney qui sont sans doute beaucoup moins chers que des illustrateurs et qui en général créent donc des œuvres d'art exprès pour les couvertures, et dont ils vont du coup vendre les droits d'auteur, les droits de publication, etc. Et ça, ça court-circuite évidemment toute cette ce marché-là pour les artistes, tout en se faisant un petit peu voler justement leur façon de dessiner, parce qu'on peut demander est-ce que tu peux me créer, comme je disais, telle œuvre d'art dans le style de machin. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a eu carrément, notamment en 2022, j'ai trouvé ça donc sur la page Wikipédia que je vous mettrai dans les show notes, il y a carrément une œuvre générée par une intelligence artificielle qui a gagné un concours des Beaux-Arts. Donc c'était à la Colorado State Fair Fine Arts Competition. Et donc c'est une œuvre d'art, une œuvre d'art, on va appeler ça comme ça, donc qui s'appelle Théâtre d'opéra spatial de Jason M. Allen, qui a été généré par Midjourney. Et ça, du coup, ça pose problème parce que qu'est-ce qui est acceptable, notamment comme là dans un concours? Est-ce que en fait, quelqu'un qui va juste faire la bonne liste à demander à Midjourney et qui va peut-être juste payer un petit peu pour lui demander en fait de pousser le dessin au maximum, est-ce que c'est vraiment aussi valable que une œuvre d'art qui est créée par un humain avec le temps que ça prend, etc. et puis l'expérience, la touche artistique, la touche personnelle, etc. Il y a vraiment des questions qui se posent à ce niveau-là.
Moi, j'ai vu vraiment, notamment sur Midjourney, des choses qui sont vraiment assez impressionnantes. On m'a montré par exemple des fausses photos de tournage de films des années 80, et c'était assez bizarre parce que évidemment comme c'est créé par une AI, il y a un petit côté Uncanny Valley, vous savez, cette espèce de truc où on sent qu'il y a quelque chose de bizarre. Les personnages sont... Ça me rappelle un petit peu le clip de Black Hole Sun de Soundgarden avec les visages qui fondent. On sent qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Il y a des personnages qui ont 6 doigts, qui ont 10 doigts, enfin c'est des choses qui se fondent les unes aux autres, donc on sent que c'est pas une vraie photo, mais voilà, c'est des fausses photos de tournage. Je crois que j'ai vu de Indiana Jones, de Labyrinthe par exemple, avec cette espèce de cachet de ce que pouvaient être les photos de l'époque, avec on pouvait reconnaître une espèce de d'ersatz de David Bowie en jarrette, on pouvait reconnaître un petit peu aussi Harrison Ford dans Indiana Jones. C'était assez surprenant quoi. Donc il y a des espèces de créativité. En même temps, c'est créatif, et ce que j'aime en fait là-dedans, c'est l'expérimentation, l'expérience, et de créer des choses que en fait on ne fait pas forcément en tant qu'artiste. Et ce que j'aime bien aussi de l'autre côté, c'est que notamment, comme je vous disais, j'ai testé Midjourney et Crayon, c'est que je vois ça, moi, en tout cas en tant qu'artiste, comme un élément parmi tant d'autres de ma source d'inspiration. C'est-à-dire que, par exemple, comme moi, je veux créer un dessin, je vais aller chercher des refs. Je vais aller regarder sur Pinterest, je vais essayer de rassembler plusieurs sources d'inspiration comme ça, donc ça peut être des photos, ça peut être des dessins, ça peut être des œuvres d'art, d'autres œuvres d'art, des photos, ça peut vraiment être plein de choses, et en fait je vais les rassembler donc avec des choses complètement différentes. Ça peut être des bijoux, ça peut être des sculptures, ça peut être vraiment plein de choses complètement différentes, et c'est justement ce melting pot de sources d'inspiration avec ça peut être quelque chose qui va concerner la pose, quelque chose qui va concerner le tissu ou les vêtements que vont porter les personnages que je vais dessiner, la palette de couleurs, l'espèce de peut-être ce qu'on a envie que ça évoque au niveau des émotions, etc. Et c'est cette espèce de patchwork de sources d'inspiration qui justement va moi me permettre de créer ensuite. C'est pas quelque chose qui va créer à ma place, c'est quelque chose qui va m'aider à trouver de l'inspiration. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le processus. Notamment par exemple Crayon, quand j'avais testé, alors, ça vous crée donc pareil sur base de prompts, des images comme ça avec des choses intéressantes. Notamment, ça me rappelle une vidéo de l'artiste Nadia Axel. Je crois que depuis, elle a enlevé de sa chaîne YouTube parce que justement, elle aussi, elle a beaucoup évolué par rapport aux IA, et elle s'inscrit notamment dans la lutte contre les IA parce que justement, ils se servent de ses dessins à elle et de dessins de à peu près tous les autres artistes, moi y compris, pour se nourrir et en fait un peu les remplacer sans dédommagement. Et en fait, elle avait fait un test et elle avait utilisé donc Crayon. Elle avait recherché, par exemple, c'était une pose de un vampire dans un cimetière, une nuit de pleine lune, quelque chose comme ça. Et Crayon avait créé comme ça donc plusieurs images complètement différentes, mais qui sont absolument inexploitables telles quelles, parce que c'est des choses qui sont c'est très flou, c'est pas très poussé, enfin vraiment vous pourrez rien faire avec ça. Et en fait, il y en avait notamment une par exemple qui avait bien plu au niveau de la pose, au niveau de la composition, etc. Et elle était partie de ce truc-là pour elle, par contre, après, créer son propre dessin. Donc voilà, elle n'avait pas demandé à Midjourney de faire un truc fini. Dans cette optique-là, je vois l'intérêt en tant qu'artiste. Par contre, voilà, le fait que n'importe qui peut se dire artiste, est-ce que juste mettre une ligne de prompts et de commandes à un ordinateur fait de toi un artiste? Est-ce que le fait que, moi, ça fait depuis l'âge de 5 ans que je dessine, donc ça fait plus de 30 ans que je dessine, est-ce que cette expérience-là ne fait pas de moi un artiste et non pas une espèce d'entité artificielle comme ça qui permet en fait au commun des mortels de sortir une œuvre d'art, mais cette œuvre d'art n'est pas à cette personne-là, cette œuvre d'art est faite par un ordinateur, quoi. Donc s'approprier dans ce cas-là la paternité d'une œuvre d'art dans ce style-là, je trouve ça un petit peu limite. Donc voilà, c'est un problème de l'argent qui va à qui, parce qu'on sait que les artistes ne roulent pas sur l'or. Il y en a beaucoup qui luttent pour joindre les deux bouts chaque mois, en tout cas ceux qui sont en indépendant.
Et donc ça pose vraiment question et je comprends totalement justement les artistes qui partent en croisade contre ces IA parce qu'en plus les créateurs de ces IA ont souvent eu des attitudes assez arrogantes par rapport aux artistes qui les ont traités eux d'arrogance justement, les artistes qui veulent pas partager en gros leurs jouets et que ils veulent faire partie d'une élite et que le commun des mortels n'ont pas accès à leur art et que justement en fait le fait que ces IA ont la faculté, entre guillemets, de permettre à tout un chacun de créer des œuvres d'art. Bah, comme ça, quelque part, ça démocratise l'œuvre artistique. Ce que je suis complètement pas d'accord, justement, parce que l'œuvre artistique, il y a, comme je disais, c'est une expérience qui parle, c'est quelque chose qui se construit et qui s'apprend tout au long de sa vie. C'est des skills, c'est-à-dire c'est des compétences précises, alors que ce soit en sculpture, en dessin, en couleur, en anatomie. Enfin, je veux dire, il y a tellement de champs possibles à apprendre et à s'améliorer, etc. Dire que que Tartampion lance une ligne de commande à un ordinateur qui va justement sortir une œuvre d'art, que lui c'est l'artiste, en fait non. En fait, non, c'est pas possible, quoi. En tout cas, de mon point de vue, je trouve que c'est pas possible. Si ça précarise une catégorie de personnes qui sont déjà précaires par le fait même d'être artiste et par leur art en tant que tel, ça pose question. Donc, comme je vous disais au début, pour moi, c'est un outil, ça dépend ce qu'on en fait. Si c'est pour poignarder quelqu'un, évidemment, le couteau, c'est problématique. Et si ça sert à couper ses légumes, c'est plus utile. Maintenant, je vais parler de ChatGPT, qui est aussi une autre IA un petit peu différente au niveau de sa fonctionnalité par rapport à Midjourney ou ce dont j'ai parlé plus tôt, puisque là, c'est, comme son nom l'indique, c'est par chat qu'on discute avec l'IA. Donc, c'est une espèce de conversation. Vous posez des questions à l'IA, elle va vous répondre. Vous pouvez lui demander de préciser, vous pouvez essayer de dialoguer avec lui pour qu'il précise ses réponses, etc. Alors personnellement, je l'ai testé il y a quelques temps. C'était assez intéressant et je vois peut-être moins de limitations. Après, ça va dépendre comment ça va évoluer. Mais moi, tel que je l'avais testé, alors je pense que j'ai fait comme tout le monde. J'ai essayé de faire un truc un peu gadget, un peu lol au début. J'avais demandé, en gros, entre Superman et Batman, c'est qui le plus fort? Et c'était assez drôle sa manière de répondre. Je voulais un petit peu voir quelles étaient ses possibilités. J'ai demandé ensuite qu'est-ce qui était selon lui les bonnes marques d'un arc de rédemption réussi. Et donc il avait répondu, il avait fait un long paragraphe pour expliquer un arc de rédemption, etc. Parce que justement c'est quelque chose qui m'intéresse pour ma saga de Versipelli. Je suis en train de réfléchir là-dessus. En fait, c'était assez drôle parce que c'était précis sans être précis. C'était des grandes idées assez largement adoptées. Il n'y avait pas vraiment, par exemple, d'exemples. Après, j'aurais pu peut-être pousser la conversation avec lui pour lui demander de me donner des exemples. Mais j'ai peut-être pas poussé non plus la discussion plus loin que ça. Peut-être que ça aurait été intéressant. Mais si on cherche en fait des espèces de conseils ou de règles assez... général, on va dire. Ça peut être pas mal, justement, plutôt que par exemple d'aller chercher sur Google, je sais pas, si vous tapez dans Google arc de rédemption satisfaisant, est-ce que vous allez trouver, j'ai pas testé ça, est-ce que vous allez trouver réponse à vos questions? Peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. Peut-être que, tu vois, si je lui avais demandé de m'expliquer pourquoi est-ce que l'arc de rédemption de Zuko dans Avatar The Last Airbender est satisfaisant, peut-être qu'il m'aurait répondu, mais j'ai l'impression qu'il reste quand même dans quelque chose qui est très général et très, j'irais, superficiel. Je lui ai demandé aussi de créer une intrigue. En fait, c'était assez drôle. On lui avait demandé avec mon copain, alors voilà, créer une intrigue pour un roman de fantasy avec 3 personnages, 2 femmes, un chien à 3 pattes et un éléphant. Je sais pas, on avait fait un truc comme ça. Il avait donné comme ça les premières bases, mais encore une fois très générales, très génériques, d'une intrigue qui pouvait se passer je crois que c'était dans un monde apocalyptique de science-fiction, enfin je sais plus, un truc. Et voilà, il avait commencé à pondre comme ça une espèce d'intrigue, donc comme je disais, assez générale et assez générique, avec 3 personnages, mais voilà, il a pas forcément, en général, il fait pas preuve d'inventivité, il va pas prendre des décisions, justement, par exemple, si vous laissez en vague 3 personnages, il va juste vous ressortir 3 personnages sans pour autant vous proposer des choses plus précises que ça.
ça. Peut-être qu'il faut après le forcer, mais bon, ça peut être intéressant justement peut-être pour avoir juste un embryon que vous ensuite vous allez retravailler. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le travail de la personne après, à partir de ce que va sortir ces IA. Je pense que pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant. Et ça me fait penser aussi à la dernière chose que je vais aborder ici, déjà avec ce podcast qui va être très très long. Ça me fait penser justement à une story que j'ai vue hier donc sur la chaîne de Margot de Seine, qui disait qu'elle utilisait notamment ChatGPT pour la documentation. Et j'ai trouvé ça super intéressant justement parce qu'elle avait besoin notamment de renseignements sur les amputations, je crois, c'est ce qu'elle disait, donc quelque chose de médical. Peut-être ça rajoute juste une option en plus que d'aller demander à Google, Google, comment est-ce que tu fais avec une amputation pour peut-être tomber sur des sites médicaux, des trucs comme ça. Et là, demander à ChatGPT, est-ce que... comment ça se passe quand on ampute quelqu'un de la main comme ça dans la nature et où il n'a pas, je crois que c'était ça qu'elle demandait, où est-ce qu'il n'a pas accès à de la médecine ou à des soins médicaux immédiats. C'est une question spécifique à laquelle, alors déjà c'était assez drôle, ChatGPT lui a dit attendez, c'est un petit peu illégal ce que vous faites, etc. Et puis en gros elle lui avait, comme je vous disais, c'est un truc de dialogue, donc elle lui a dit non, je suis romancière, c'est pour écrire un roman. Et puis là il dit ah oui, alors dans ce cas-là, donc une amputation, donc à ce niveau-là, perso je l'ai pas encore testé, même si je sais qu'apparemment ChatGPT est des fois un petit peu difficile d'accès parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dessus. Je trouve ça intéressant justement pour tout ce qui est documentation, pour peu qu'on soit assez précis dans la demande. Je pense que le secret de ces trucs-là, c'est d'essayer d'être précis dans ce champ de commande, dans ces prompts que vous demandez. Donc à ce niveau-là, je trouve ça assez intéressant. Donc en gros, si vous voulez, je pense que la bottom line, la morale de cette histoire, c'est pour moi, les IA, ça ne vaut pas le coup si vous lui demandez de faire le boulot. Ça ne vaut pas le coup si vous lui demandez que ce soit lui qui fasse le dessin en entier, qui vous fasse le roman en entier, enfin qu'il l'écrive à votre place, même si c'est un petit peu, j'ai l'impression, ce qui nous pend au nez. C'est un petit peu inquiétant et en même temps, je trouve ça à la fois fascinant et à la fois inquiétant en fait. Mais pour moi, ça n'aura jamais autant de valeur que ce que l'être humain va pouvoir créer par rapport à ce qu'il aura vécu, par rapport à ce qu'il aura envie de dire, par rapport à sa sensibilité, ce que, à mon avis, l'IA n'est pas possible en fait, n'est pas capable de faire. Parce que l'IA, par définition, n'a pas de vécu, n'a pas de sensibilité ou de choses qu'il a envie d'exprimer, de choses qu'il a envie de dire. Donc à voir comment ça va évoluer et à voir à quel point ça peut devenir dommageable pour les artistes, donc que ce soit artiste dessin ou écrivain. Hello, alors c'est la Karel du montage qui vous parle, Karel du futur. Je voulais juste vous donner une petite update par rapport donc à cet épisode. À l'heure où je monte cette vidéo, je viens tout juste d'avoir accès à l'IA de Notion. Donc je vais faire quelques essais dedans et je pense que je vous partagerai un petit peu mes expériences avec l'IA de Notion qui apparemment est quand même assez proche de ChatGPT. Donc c'est une IA qui permet de créer des pages, de créer aussi du contenu à l'intérieur de Notion. Et donc je vais essayer ça et je vous en dirai un petit peu plus dès que j'aurai expérimenté tout ça. Voilà, on finit ici ce long épisode, beaucoup plus long que d'habitude. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez aussi peut-être des opinions ou des pensées par rapport à ce que je viens de vous raconter, n'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux et on pourra en discuter ensemble avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Codalea, et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité, THE, le tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye!